Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour à tous et bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nancy Ngalola Wampanda et ici vous êtes les juges. Ici à la Cour suprême, vous, mon audience, mesdames et messieurs, vous êtes les juges. Ici, nous n'avons que la vérité acceptable comme verdict. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Nous entendons parler beaucoup de la levée du moratoire sur la peine capitale en République démocratique du Congo. L'Occident est indigné du fait que la RDC a pris la décision de lever le moratoire sur la peine capitale. Ils sont indignés. Cette indignation est-elle sincère? Est-elle honnête? Est-elle fondée? Je vous pose la question. Nous allons analyser cela. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'attitude de l'Occident vis-à-vis de la RDC. Nous allons un peu analyser quelques données. Je vous dis ici à la Cour suprême, nous analysons des données réelles. Nous n'allons pas sur des émotions ou des sentiments. Nous allons aborder des sujets sur des bases de données réelles. Donc, c'est vrai que c'est une décision, certes, pas facile, mais nous allons essayer de voir pourquoi la RDC a le droit de le faire et l'indignation hypocrite de l'Occident. Parlons un peu des chiffres, parce qu'on dit que les chiffres ne mentent pas. On dit que les chiffres ne mentent pas. Mesdames et messieurs les juges, je veux vous présenter certains chiffres qui vont vous permettre de prendre certaines décisions et de juger réellement l'hypocrisie de l'Occident vis-à-vis de cette décision. Voici les chiffres. Aux États-Unis, la population carcérale, elle est de 1 767 200 personnes. Ça, c'est aux États-Unis. Hein? Donc, vous voyez le chiffre là. 1 767 200 personnes. C'est ça la population carcérale. Donc, il y a prison. La population qui a prison aux États-Unis, c'est 1 767 200. On m'a dit qu'il faut que je parle un peu lingala. Hein? Donc, de temps en temps, on va parler en lingala, on va parler dans toutes les langues, toutes les 5 langues. Donc, l'Amérique, en ce moment où je fais cette vidéo, selon les bases de données de l'année passée, il y a 1 767 200 personnes en prison en ce moment. Écoutez ceci. Et la France, celle qui veut être le porte-parole ou la face des droits humains ou des droits internationaux, la France, ses prisons sont surpeuplées à une capacité de 122%. Ça, c'est la France, surpeuplée, 122%. Okay. La RDC, par contre, elle gère une population carcérale de 44 536. Non, la RDC, 44 536. Les États-Unis, 1 767 200. Et la France, je vais vous dire les chiffres plus tard, la France, elle a dépassé la capacité des gens qui doivent être en prison de 122%. Surpeuplée. Vous imaginez les conditions de ces personnes en prison? On va aller tout doucement parce qu'il faut que je vous présente d'abord les faits et les données et les chiffres de ces pays qui viennent s'indigner ou critiquer la RDC pour la décision que nous prenons dans toute souveraineté. Le taux carcéral ici en RDC, selon les données que nous avons pu avoir, évidemment, si vous voulez d'autres données, il faudra contacter les responsables, les autorités compétentes en RDC. Mais ce que moi j'ai pu trouver avec mon équipe, voilà le taux carcéral de la RDC. Le taux d'incarcération pour 100 000 personnes, je voudrais dire, pour 100 000 personnes en RDC,
il y a 46 personnes qui sont en prison. Donc, pour 100 000 personnes, 100 000 personnes en RDC, 46 sont en prison. Donc, 46 pour 100 000 habitants, on peut dire, hein, 100 000 habitants. Alors, comme je dis, ça, ce sont les informations, les données qu'on a pu avoir. Donc, je vous ai présenté le taux d'incarcération en RDC, 46 sur 100 000 habitants, et le nombre d'incarcération, de taux d'incarcération aux États-Unis et les prisons surpeuplées en France. Maintenant, il faut quand même qu'on puisse essayer d'analyser les choses dans son contexte. Okay? Les difficultés que la RDC fait face ne sont pas les mêmes difficultés que ces pays occidentaux font face. Vous savez, l'insécurité interne et externe qu'on vit en RDC, ce n'est pas les mêmes difficultés que les États-Unis au niveau interne et externe font face. Ici, nous avons des menaces de balkanisation. On est infiltré. Une partie des terres veut, comme je dis, la balkanisation. On veut annexer certaines parties des terres de la RDC à des pays voisins. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ce n'est pas le cas en France, encore moins l'Angleterre. Donc, c'est une nuance vraiment à souligner. On ne fait pas face aux mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes défis. Donc, nous, ici en RDC, la RDC s'efforce de garantir à sa population un environnement de paix et de souveraineté malgré les hostilités. Ces hostilités qui sont financées par les Occidentaux. Tout le monde le sait, il n'y a plus de secret. Dans mon émission que j'ai fait, La dette, je vous recommande vraiment d'aller voir cette vidéo. La dette américaine, il faut la comprendre dans toute sa complexité. Et il faut comprendre les enjeux de la dette américaine avec la guerre qui se passe en RDC et même ailleurs. Vraiment, je vous encourage à aller voir cette dette-là, cette vidéo-là. Donc, les Occidentaux, ils jouissent d'une sécurité un peu plus stable. La France n'a pas de menace à ses frontières. Les États-Unis encore moins, même si c'est vrai qu'on a le flux des Mexicains qui entrent aux États-Unis chaque jour, chaque année, chaque mois, ainsi de suite. Mais il n'y a pas cette insécurité dont ils font face comme ici en RDC. Donc, on doit mettre ça sur la table, ça doit être clair. On ne fait pas face aux mêmes problèmes de sécurité. Donc, eux, ils jouissent d'une sécurité stable. Ils ne peuvent pas nous comparer à eux. On ne peut pas être comparé avec l'Occident. On ne peut pas prendre les mêmes décisions qu'eux. On ne peut pas approcher le système judiciaire de la même manière qu'eux le font. La RDC, elle est vraiment injustement critiquée. De l'autre côté, on ne voit pas que la RDC est en train de faire tout pour améliorer son système judiciaire. Nous faisons tout, malgré les hostilités, malgré les difficultés, pour pouvoir garantir un minimum de paix et de sécurité à notre population. Nous avons ce phénomène Kuluna ici dans la capitale. Nous avons beaucoup de choses, mais même ce phénomène Kuluna, que moi j'appelle les gangsters, qui sont aussi financés. Parce que si vous regardez de la manière ces Kuluna parfois sont organisés, c'est des groupes de gangsters qui, si vous suivez bien, sont peut-être financés par l'Occident. Mais en tout cas, il y a une main derrière. Il y a une main derrière ce système de Kuluna. Mesdames et messieurs, les juges, je vous encourage. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez-la. Il est très important que l'on puisse partager cette information avec beaucoup de personnes. Aider la chaîne à pouvoir circuler. Comme je dis, la RDC s'efforce à pouvoir garantir la paix et la sécurité à sa population, tout en respectant les droits fondamentaux, dans les contextes où je vous dis, malgré qu'on est infiltré, malgré les hostilités, malgré les difficultés que nous avons, nous essayons et nous nous battons. Et nous avons la bonne volonté de pouvoir accorder à la population ou de garantir les respects fondamentaux.
malgré tout ce qu'on a comme pression, malgré toutes les injustices, nous essayons et nous nous battons à pouvoir garantir le respect des droits fondamentaux dans ce pays, contrairement aux Occidentaux. Les Occidentaux, ils font des critiques, mais parfois des critiques qui sont biaisées, qui ne sont basées sur des faits irréels. Soit ils sont ignorants, soit ils ne connaissent pas nos réalités, je doute fort. Ils connaissent très bien les réalités de la RDC. Parfois même, c'est eux qui les créent. Dans l'émission où, je pense l'émission de la dette estudiantine ou la guerre, l'Occident et la guerre en RDC, j'ai parlé de où l'Occident crée des situations, des problèmes en RDC, et ils viennent, soi-disant, nous apporter des solutions pour ces problèmes qu'ils ont créés, mais en fait, ils viennent trouver des solutions qui sont leurs. Ça veut dire quoi? Vous savez que partout où il y a la lutte contre quelque chose, cette chose a augmenté. La lutte contre la faim ne diminue pas. La lutte contre la pauvreté, ça ne diminue pas. La lutte contre la corruption, la lutte contre la drogue, la lutte contre la malnutrition, la lutte contre l'analphabétisation, la lutte contre beaucoup de choses. Plus on lutte, plus ça augmente. Et vous voyez que ce sont ces mêmes organismes qui viennent essayer de lutter contre une chose, mais que la chose ne disparaît pas. Lutte contre certaines maladies, certaines pandémies, certaines épidémies. C'est eux qui amènent les solutions. Bientôt, on va vous dire qu'il y a encore une pandémie qui arrive. Parce qu'ils doivent justifier, toutes ces compagnies pharmaceutiques doivent faire des médicaments et ils doivent justifier des dépenses. Tous ces organismes internationaux qui n'ont plus d'emploi chez eux, alors ils doivent chercher des situations pour pouvoir justifier la levée des fonds et les financements. Comme ça, c'est un travail et ils peuvent venir en RDC pour travailler, soi-disant. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas trouver des solutions à nos problèmes. Ils doivent le maintenir, ils doivent maintenir le statu quo. Parce que si on arrête la faim, on arrête la corruption, on arrête les maladies, on arrête la famine, on arrête l'analphabétisation, quelle sera l'utilité de ces organismes ici en RDC? Non, aucune utilité. Donc, ces critiques et ces analyses qu'ils nous font sont généralement très biaisées et poussées par une ignorance malsaine. Je vais vous lire ces données. Le taux d'incarcération aux États-Unis, je vous ai dit tout à l'heure, il était de 1 767 200 personnes incarcérées. La France, je dis que j'allais vous donner tout là, mais écoutez ça, la France qui veut être la face des droits humains ou de la justice, de l'équité, la France qui veut nous donner des leçons. Écoutez ceci. La France, 74 000 personnes incarcérées, un taux d'occupation carcérale de 122%, comme je vous ai dit tout à l'heure. 74 000 personnes incarcérées. Plus tard, nous allons analyser de toutes ces personnes qui sont incarcérées, nous allons les catégoriser. Et vous allez voir des personnes qui viennent vraiment nous donner des leçons. La France, je répète, 74 342 personnes, 74 342 personnes incarcérées, alors que la RDC, on est à 44 536 personnes. Pour 46 personnes sur 100 000 habitants. C'est à vous de juger. Vous êtes les juges. Je vous présente les bases de données, les faits, c'est à vous de juger. Qui a le taux d'incarcération le plus élevé? Là, je viens de vous donner seulement les États-Unis et la France. Qui est-ce qui a le taux d'incarcération le plus élevé? À vous de juger. Je vais vous donner encore d'autres chiffres. En 2023, les États-Unis ont exécuté 24 personnes l'année passée. Parce que ça veut dire que les gens qui ont subi la peine capitale aux États-Unis l'année passée, en 2023, vous avez 24. 24 personnes ont été exécutées en 2023. Et écoutez bien, en 2023, 21 personnes ont été condamnées à la peine de mort. Donc, ils vont peut-être subir leur peine cette année, l'année prochaine. Je ne sais pas combien de temps ils doivent d'abord passer en prison. Ils ont sûrement une peine à un temps qu'ils doivent consommer en prison. Ensuite, ils vont être exécutés. Ça, ce sont les chiffres que je vous présente. Vous êtes les juges, donnez votre verdict. Vous allez voir que nous, en RDC, on a quand même pris des mesures pour abolir la peine de mort. Elle a été suspendue depuis 2007. Et c'est aujourd'hui qu'on lève
le moratoire. On n'a jamais exécuté quelqu'un. Mais les États-Unis, les Occidents qui nous critiquent, ils ne montraient aucune volonté de pouvoir revenir ou de pouvoir revoir la peine capitale dans leur pays. Puisque je vous dis qu'en 2023, ils ont exécuté 24 et 21 personnes ont été condamnées. Donc, en fait, avant de faire des comparaisons ou de nous critiquer par rapport à ce qui se passe chez eux, ils doivent comprendre que c'est différent. Le contexte de sécurité est profondément différent entre la RDC et les pays occidentaux. Donc leur critique n'est même pas fondée. Ils sont en train de comparer une pomme et une orange. Ils n'ont aucune légitimité de nous dire ce que nous devons ou ce que nous ne devons pas faire. Parce que, comme j'ai dit, depuis 2007, on avait suspendu la peine capitale, mais on a levé le moratoire. Parce qu'on a des problèmes de sécurité. On a des menaces de balkanisation. On est infiltré. On a des traites dans ce pays. Donc, il faut qu'on utilise des mesures pour pouvoir dissuader toutes ces personnes-là. Pour l'intérêt de la nation et la population, nous devons le faire. Les Occidentaux, la leçon, on peut s'habituer. Aucune leçon. Pour na bango pesa na prison, leki oya biso. Peine de mort tilelo na États-Unis basala ango kaka. Année passée ba boma batu 24 batu. Pe ba condamné 21 personnes ba oser pour ba boma. Donc nous avons une approche vraiment mesurée. Mais par contre les pays occidentaux, ils ont un taux d'incarcération démesuré. Et ils ne montrent aucune volonté de changer leur système ou de réformer leur système judiciaire. Donc, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Et on ne peut pas s'asseoir, nous, la RDC, et accepter et voir notre pays se déchirer ou se fragiliser en petits morceaux. Parce que c'est ça la volonté de l'Occident, de fragiliser ce pays, de le dépiécer en des petits États, en des petites villes faibles, et comme ça, ils peuvent nous contrôler. Nous n'allons pas nous laisser faire. La RDC ne va pas se laisser faire. Donc, au lieu que nos critiques, les Occidentaux, viennent et dire que voilà, nous pouvons essayer de travailler ensemble pour voir comment nous pouvons tous améliorer notre système judiciaire ou faire des réformes à leur système et à notre système, parce qu'avant qu'ils viennent nous aider ou nous contribuer à partager les expériences pour réformer notre système, ils doivent aussi réformer le leur. Ils ont aussi des problèmes dans le système judiciaire. Donc, ils ne sont jamais venus pour dire, essayons d'échanger, de faire une collaboration ou bâtir un système plus efficace ou plus respectueux des droits humains. Non. Mais tout ce qui vient, c'est eux qui créent des problèmes, ils nous amènent tous ces défis, et lorsqu'on veut élever notre justice pour trouver des solutions, ils se lèvent et ils font des critiques. La RDC ne va pas se laisser faire. Nous n'allons pas laisser notre pays être divisé ou balkanisé ou fragilisé en petits morceaux. La justice de la RDC va faire tout ce qu'elle peut dans son pouvoir pour pouvoir maintenir la souveraineté de ce pays et condamner les gens qui vont trahir la nation. Nous allons utiliser toutes les mesures dissuasives pour pouvoir maintenir et décourager les gens qui veulent trahir le pays. Nous le ferons. Parlons un peu de ce qui se passe dans les prisons des Occidentaux, des États-Unis par exemple. En 2024, il y a ce qu'on appelle le CBS News. Ils ont fait un exposé où ils ont révélé des violences sexuelles. Mais vraiment des violences sexuelles dans les prisons fédérales américaines. Il y a même eu un rapport qui a été envoyé au Sénat où ils avaient demandé qu'on devait faire une investigation. Mais jusque-là, rien. Ça se passe aux États-Unis, où les prisonniers dans les prisons fédérales sont violemment abusés et sexuellement abusés par les agents, le personnel de la prison. Dans les prisons fédérales, on est en train de parler des droits humains, même les droits des détenus, même la dignité de la personne, même si elle est en prison. Ça veut dire qu'elle a droit à une certaine dignité et à un certain respect. Mais ces personnes-là sont violées par le personnel dans les prisons fédérales aux États-Unis. 2/3 des prisonniers dans les prisons fédérales au cours de ces dernières années, les 10 dernières années,
Et sans qu'on compte aussi surpopulation. Il y a plein de gens en prison. Il n'y a pas de place en prison. Mais vous allez voir, ce qui est encore choquant et troublant, les personnes qui occupent ces prisons-là. Les prisons sont surpeuplées. Les prisonniers sont abusés par le personnel dans les prisons fédérales. Et vous allez voir la catégorie de ces personnes. C'est vraiment flagrant. Donc, et ça, c'est juste un cas que je vous donne. Il n'y a pas que le CBS, il y a encore un autre article, le Guardian. Et ça, c'est un article de 2023. Voici ce que ça dit. Il y avait 270 personnes décédées en prison à cause de manque de soins adéquats, à cause des abus, de maltraitance. Ça, c'est dans les prisons occidentaux. Surpeuplées, victimes victimes sexuelles par les agents, les travailleurs, pas de soins adéquats. Et en France et aux États-Unis. 270 personnes sont mortes à Alabama. Le chiffre le plus, et en plus c'est le chiffre le plus enregistré, le plus élevé dans les prisons fédérales. Je vous dis, les prisons fédérales, on n'est pas en train de parler de d'autres prisons, mais les prisons fédérales. Ça veut dire que c'est géré par le gouvernement, supervisé, ils répondent au gouvernement fédéral. Fédéral, on pense à la Maison Blanche. 270 personnes sont mortes. Et maintenant, regardez ce que ça dit. Parmi les personnes qui sont mortes, il y avait 19 homicides. Des gens qui ont été tués. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les membres de famille et les agents, les ONG qui défendent les droits des prisonniers ont utilisé les réseaux sociaux, toutes sortes de réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez, pour pouvoir montrer ce qui se passe dans les prisons fédérales, les occidentaux, les donneurs de leçons. 270 personnes qui ont été tuées. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur famille? Donc, à part la violence, les abus, la maltraitance, le manque d'accès aux soins adéquats, nous avons aussi la corruption. Il y a un article du New York Times, ça fait déjà 3 articles, et ce sont des articles que j'ai choisis parce que ce sont les plus lus dans ce pays-là. Le New York Times dit ceci. Révèle qu'il y a un problème de corruption et de violence au sein des prisons fédérales d'Atlanta. Maintenant, il y a une question qui a été posée. Est-ce que les États-Unis sont-ils capables de garantir des conditions de détention humaines? Parce que ces gens sont dans des détentions inhumaines, dans des conditions inhumaines. Est-ce que les États-Unis peuvent garantir? Et ça, c'est le New York Times qui pose la question, les chers amis. Mesdames et messieurs les juges, est-ce que les États-Unis ont vraiment la capacité de garantir le respect des droits humains des détenus dans leur prison? Ont-ils cette capacité-là? Je répète, la corruption, l'abus sexuel, la consommation de la drogue, la maltraitance, le manque d'accès aux soins, la surpopulation, un taux d'incarcération, mais alors over the roof. Ils n'ont aucune leçon à nous donner. Je considère que toutes ces pratiques que je viens d'énumérer, la violence, la corruption, la consommation de la drogue, l'abus, le manque d'accès adéquat, la maltraitance, et toutes ces choses-là constituent ce que j'appelle la peine capitale à bas bruit. Parce que finalement, les gens meurent à cause de ces conditions-là. Autant les exécuter, mais ne laissez pas passer toute cette situation-là. Autant exécuter ces personnes-là. Mais les Occidentaux, ils ne peuvent même pas garantir des conditions humaines à des détenus dans leur prison. Et ils n'ont aucune leçon de donner à la RDC à cause de la décision que nous avons prise de lever le moratoire sur la peine capitale. Aimez la page, partagez-la. Abonnez-vous. On va accepter la médiocrité
Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence.